Bien, merci, bonjour à tous. Merci beaucoup de cette invitation. Donc, je vais tenter de vous présenter un petit peu les recherches contemporaines en ethnomusicologie. François Picard nous a parlé de un petit peu de la construction de la discipline. Et je voudrais... Ah, ça n'a pas gardé les modifications. Voilà, excusez-moi. Je voulais vous parler plus particulièrement de la question de l'interdisciplinarité, puisque, comme on l'a dit, c'est un des thèmes de la journée. Et ce qui me semble intéressant avec l'ethnomusicologie, c'est que l'ethnomusicologie est véritablement née de la rencontre de différentes, à la fois de différentes méthodes, techniques et de différentes réflexions disciplinaires. Le terme lui-même d'ethnomusicologie a quelque chose de pluridisciplinaire, puisque c'est la contraction de deux disciplines des sciences humaines, l'ethnologie et la musicologie. Donc, à la fois pour ce qui concerne le dialogue entre la musicologie et l'ethnologie, mais le dialogue avec la prééminence des aspects techniques, la pluridisciplinarité est au berceau même de la naissance de la discipline, puisque l'enregistrement est précisément ce qui a permis à la discipline d'objectiver le flux sonore qui est celui sur lequel on travaille, puisque donc une des spécificités de la discipline est de travailler sur des musiques de tradition orale, même si elle n'exclut pas le travail sur les traditions écrites. Elle est vraiment née de cette rencontre avec d'autres musiques et l'oralité. C'est d'ailleurs pour cette raison que Bernard Lorta-Jacob et Myriam Roswing-Olsen ont qualifié cette discipline de fille de Edison et Charles Cros. La possibilité donc d'objectiver le son permet une comparaison, une systématisation des comparaisons qui est vraiment un des points essentiels qui permettent la pensée scientifique, comme l'avait montré Jack Goody à propos dans son livre La raison graphique. L'apport des enregistrements permet d'objectiver, je l'ai dit, mais aussi de ralentir le son comme si on le regardait à la loupe. C'est une possibilité de microscope. Et on verra maintenant aussi que la quantité d'enregistrements auxquels on a affaire peut être regardée de façon beaucoup plus large, avec les possibilités techniques maintenant qui permettent de brasser beaucoup plus de données. Donc, du point de vue institutionnel, François Picard nous a brossé une présentation de la construction disciplinaire. Actuellement, donc, je rappelle juste brièvement on a des équipes au CNRS, notamment le CREM, donc, que je dirige. Il y a de l'ethnomusicologie au Musée de l'Homme, à l'EHESS et dans de nombreuses universités. Je précise dans les universités, dans la plupart des cas, les enseignements ethnomusicologiques se trouvent dans des départements de musicologie, à l'exception de Nanterre, qui a inscrit l'ethnomusicologie et son enseignement ethnomusicologique dans un département d'anthropologie. Donc, on pourrait représenter les champs de réflexion de nos différentes disciplines par des cercles qui se recoupent, avec évidemment la musique au centre, et qui est donc ce qui nous rassemble. Mais à l'intérieur même de la discipline musicologique, les problématiques abordées par les chercheurs peuvent se concentrer sur
l'aspect sonore. Donc avoir des problématiques vraiment très très proches de sociétés d'analyse musicale ou de la musicologie, avec donc par le biais des enregistrements, des transcriptions, des réflexions analytiques sur l'organisation sonore, la systématique musicale, les échelles, les rythmes, etc. Donc c'est une pratique de l'ethnomusicologie qui est assez proche, en fait, d'ailleurs, de la musicologie. Sachant que des recherches récentes incluent également le geste ce rapport avec le musical lui-même. Je pense à la chaire dont on a parlé tout à l'heure, GEACMUSE, qui a fait un programme de recherche sur la musique et le geste musical, avec des collaborations pluridisciplinaires. Avec toujours sur le même angle, le même focus, je dirais, la même approche connaît maintenant un essor particulier avec les nouvelles technologies que permet l'informatique. Notamment, on a cette expérience-là au CREM de collaboration pluridisciplinaire avec des chercheurs qui ont été des chercheurs en sciences des données, qu'on a rencontrés grâce à notre outil de gestion des archives sonores. Donc on a des archives parmi les plus importantes au monde, ethnomusicologiques, avec des enregistrements qui datent du début du XXe siècle. Et ce travail de valorisation de ce patrimoine qui a été fait par mon équipe, donc le CREM et l'héritier de l'équipe CNRS Musée de l'Homme, mais notre équipe a été fusionnée avec le laboratoire d'ethnologie et sociologie comparative en 2007 et on a déménagé à Nanterre en 2009. Donc on n'est plus physiquement au Musée de l'Homme, et c'est une autre équipe de chercheurs en ethnomusicologie qui est actuellement au Musée de l'Homme. Il y a eu un petit chassé-croisé. Mais donc, l'équipe, le CREM, a une base de données extrêmement importante, avec des dizaines de milliers d'enregistrements. Il y en a plus de 21 000 en accès libre, puisque évidemment on est contraint par des soucis juridiques, on ne peut pas tout mettre en ligne. Mais grâce à cet outil, on a pu rencontrer des chercheurs en sciences des données, notamment ce qu'on appelle les MIR, Music Information Retrieval, et donc qui est en fait héritière de l'approche centrée vraiment sur le son, mais qui permet d'avoir un angle de vue beaucoup plus large en faisant tourner des algorithmes sur des corpus beaucoup plus grands. Donc après la possibilité du microscope que nous a offert l'enregistrement, là on a au contraire la possibilité du zoom arrière et des statistiques de grande ampleur. Donc un peu comme la biologie, on peut passer maintenant d'une focale très serrée à une focale beaucoup plus large. Donc, il y a eu différents projets pluridisciplinaires comme Diadems, qui travaille notamment sur voix chantée, voix parlée, Dakari, qui était un travail sur le style du calypso joué par les steel bands que j'ai dirigé. Alors, bien sûr, il y a l'approche classique aussi de l'anthropologie de la musique, qui, comme je le disais tout à l'heure, a déjà quelque chose de pluridisciplinaire. À ce moment-là, l'angle
parle beaucoup de métaphores photographiques, mais je pense que c'est ce qui nous permet de comprendre ces problématiques. L'angle de vue est un petit peu plus large. La musique est naturellement toujours au cœur des préoccupations, mais en relation, l'approche musicologique est problématisée par rapport à des questions anthropologiques. Elle est abordée au prisme de questionnements sociaux et avec toutes les variantes des courants de l'anthropologie, des réflexions religieuses, l'anthropologie de la danse, l'importance du politique. Bref, une prise en compte du contexte, plus le contexte n'est plus une toile de fond, le contexte est compris de par la musique, et la musique permet de comprendre le contexte. C'est un double sens. Donc les problématiques sont extrêmement variées. Il y a tous les phénomènes d'émergence musicale et donc de composition, les phénomènes de circulation des répertoires, de globalisation, etc. Je cite assez peu d'individus, puisque beaucoup de chercheurs maintenant peuvent, au cours de leur carrière, aborder ces différentes thématiques, donc je ne voudrais pas assigner des étiquettes trop réductrices. Mais donc là, c'est énormément de recherches qui sont à l'œuvre. Évidemment, le contexte, c'est aussi l'histoire, c'est aussi la sociologie, et il y a des recherches plus récentes aussi qui s'intéressent beaucoup au milieu sonore et toute la sphère des Soundscape Studies. Là, je pense par exemple au programme Milson qui a été mis en œuvre dans mon laboratoire et qui propose une réflexion en relation pluridisciplinaire, là encore, avec des acousticiens, l'acoustique par exemple des lieux de culte, des architectes, etc. Donc une réflexion sur les milieux sonores où la musique tient sa place, mais n'est pas l'unique champ problématique. Alors, le contexte, c'est bien sûr le contexte social. On a parlé d'histoire, de politique, mais c'est aussi le contexte individuel. Le corps, finalement, est un contexte avec ses contraintes cognitives et physiologiques. Et on a parlé aussi des contraintes gestuelles tout à l'heure. Et donc, un certain champ de l'ethnomusicologie actuelle façonne ces problématiques en relation avec les sciences cognitives. Donc, par exemple, les recherches que j'ai pu mener s'inscrivent dans ce courant, à la fois l'anthropologie cognitive et la psychologie cognitive de la musique, qui est une autre façon d'aborder la musique que celle présentée par les sociétés qui seront présentes aujourd'hui. Il peut y avoir donc de nombreuses thématiques. La cognition, c'est pas une thématique en soi, c'est un angle d'approche. C'est à la fois un corpus de bibliographique et des méthodes et des questionnements qui permettent de comprendre les phénomènes d'acquisition de la connaissance, par exemple la mémoire, les émotions, qui sont des thématiques extrêmement importantes. Donc on a eu des thèses dans nos laboratoires moi par exemple j'ai travaillé sur la mémoire particulièrement, j'ai certains de mes collègues qui ont travaillé sur les émotions, mais toujours avec cette problématique issue de l'anthropologie. Il y a des liens possibles avec l'épidémiologie des idées. Ça, c'est un petit exemple sur mon travail actuel.
Je m'intéresse à l'étude de l'organologie, mais pour ce qu'elle peut nous apprendre sur les cartes mentales de la spatialisation des échelles musicales, puisque sur les instruments sur lesquels je travaille, il y a une immense variété de façons de disposer l'échelle dans l'espace, et de manière tout à fait atypique, puisque non linéaire, du grave à l'aigu, en plusieurs dimensions, et de façon régulière ou non. J'ai une base de données de près de 500 configurations différentes. C'est une véritable famille d'instruments. Et donc, c'est une base de données images JPEG, images vectorielles, qui donc montre que le corpus n'est pas forcément des enregistrements sonores. On peut avoir besoin d'autres outils. Donc il y a la collaboration, le questionnement problématique de la cognition, mais il y a aussi un usage après d'outils informatiques qui permettent, par exemple, dans le cas de ce travail, de faire des codages en plusieurs dimensions en HTML5 qui permettent de faire des animations et calculer les écarts entre les notes. Donc, comme on l'a vu, voilà, de nombreuses déclinaisons de la discipline existent. Il y a une persistance, un développement, une persistance, comme je montrais, c'est dès le début que la pluridisciplinarité, les dialogues avec les nouvelles technologies sont au centre de nos préoccupations. Mais ça a eu un développement, une impulsion particulière ces 10-15 dernières années, de par toutes les évolutions, l'accélération, j'ai envie de dire, des nouvelles possibilités technologiques qui nous sont offertes. Je voudrais souligner que pour avoir beaucoup pratiqué la pluridisciplinarité, il y a différentes façons de la pratiquer. La plus facile, c'est de lire dans d'autres disciplines, sauf ce qu'on l'a toujours fait. Donc les sources bibliographiques, on peut emprunter des méthodes, on peut emprunter des outils. Ce qui s'emprunte le moins, je pense, ce sont les problématiques, les questionnements qui, pour moi, ont souvent quand même un centre de gravité disciplinaire. C'est c'est ce qui on reste pas au milieu du gué. On a, je pense, une façon de voir et d'aborder les choses qui n'est pas la même que celle des autres disciplines. Par exemple, dans les dialogues avec les sciences cognitives, on peut être pourvoyeur de données, c'est-à-dire à ce moment-là, c'est vraiment pour moi une étude qui a une problématique clairement de psychologie cognitive et qui veut simplement tester un protocole et un questionnement avec d'autres stimuli musicaux. Là, ce serait une collaboration pluridisciplinaire qui se limite à pourvoyer des données. Mais on peut aussi intégrer différentes méthodes pour mener à bien une réflexion qui est vraiment celle qui est inscrite dans la discipline de l'ethnomusicologie et donc de l'anthropologie. Voilà, merci.